Merci donc pour l'invitation ce soir. Merci aussi à vous d'être là, que vous soyez venus en ayant écouté l'émission d'hier, comme j'ai en discuté avec certains, ou bien que vous soyez vétérinaire, passionné de culture et d'autres. Donc mon exposé de ce soir part de l'expression que j'ai choisi de mettre ici en latin, sic curabis, et qui signifie littéralement « ainsi tu le soigneras », et qui est une expression récurrente, à la fois dans les textes en latin, mais aussi dans les textes en grec sous la forme houtos therapeuseis, pour dire l'importance finalement du texte qui va être de chercher comment soigner au mieux l'animal. Alors, l'essentiel de la littérature vétérinaire antique, qu'elle ait été écrite en latin ou en grec, est surtout consacrée au cheval, raison pour laquelle on parle d'hippiatrie. C'est le premier texte que j'ai mis sur votre exemplier, enfin ce n'est pas à proprement parler un texte, ce sont 3 définitions que j'ai tirées du trésor de la langue française, et qui sont les définitions de mots que vous n'utilisez peut-être pas couramment dans la langue française, mais qui existent bien, hippiatrie, hippiatrique et hippiatre. Donc l'hippiatrie, littéralement, c'est la médecine des chevaux, c'est le plus ancien des 3, qui fait son apparition dans la langue française en 1534, en tout cas dans la littérature française, dans le Gargantua de Rabelais. C'est un composé du grec, vous avez hippos, comme vous connaissez sans doute, hippologie, hippodrome, on parle beaucoup aussi aujourd'hui d'hypothérapie. Et puis l'autre partie, iatreia, qui signifie le soin, comme dans pédiatrie, psychiatrie, tous ces dérivés-là. Donc l'hippiatrie est proprement la médecine des chevaux. Hippiatrique est un adjectif qui se rapporte donc à la médecine des chevaux. On va parler ainsi d'auteur hippiatrique, de texte hippiatrique, cette expression que vous entendrez, à mon avis, plusieurs fois ce soir. Et puis le substantif, à nouveau, le dernier, hippiatre, un substantif, le trésor dit un peu vieilli. C'est un vétérinaire spécialisé dans les soins des chevaux, même si, comme vous allez le voir, l'hippiatre grec n'est pas seulement là pour soigner le cheval, il est aussi là pour soigner tous les autres animaux, notamment dans le gros bétail, il y a les bœufs, les mules, puis il y a aussi à côté le petit bétail. Alors le témoignage de Varron, Varron est un auteur latin du 1er siècle avant Jésus-Christ, on peut dire qu'il a couvert presque tout le 1er siècle, c'est un auteur qui est décédé assez tard, il avait pas loin de 90 ans, ce qui pour l'époque est incroyable, et il nous parle, lui, le premier de ces hippiatres grecs, qui sont les médecins du bétail. En latin, c'est l'expression medici pecorum. Et donc, c'est le deuxième texte sur votre exemplier. Voilà, donc sinon, il est aussi affiché ici, je l'ai encadré, où Varron nous dit qu'en matière de médecine, il y a chez les chevaux vraiment un très grand nombre de symptômes de maladies et de sortes de traitements que le gardien doit conserver par écrit. Il résulte de là qu'en Grèce, les médecins d'animaux sont généralement appelés hippiatroi, hippiatres, que l'éditeur ici a orthographié avec un accent sur le A, qui n'est pas nécessaire pour le mot. Donc voilà, Varron, je n'ai peut-être pas précisé, c'est l'auteur d'un traité d'agronomie, qui n'est pas consacré à la médecine des chevaux, mais plutôt à l'agriculture en général, et dont le livre 2, d'où est tiré ce passage, traite plus spécifiquement du bétail. Pour autant, nous ne savons pas quand, ni dans quel contexte sont apparus ces hippiatres, dont la fonction est de toute évidence plus spécifique que celle du simple palefrenier que mentionne déjà Platon au 5e siècle avant Jésus-Christ, c'est le terme en grec hippikos, ou bien le pastor dont parle encore Varron, on parle également Columel, un agronome qui a suivi Varron, le pastor, ce qui donne en français le mot pâtre, on pourrait traduire par berger de troupeau aussi, celui qui s'occupe donc en premier plan, on va dire, du bétail. Pour Varron, comme on vient de le voir, les pastores doivent disposer de listes écrites de symptômes et de remèdes. Lui-même avoue dans un autre passage qu'il faisait lire à son vacher des notices du traité de Magon. On espère quand même que le vacher appréciait ce genre de littérature, parce que Magon, c'était un best-seller à l'époque de la littérature agronomique, rédigé à l'origine en punique, donc c'est un dialecte phénicien, qui était parlé à Carthage, et qui avait été traduit en latin lors de la prise de Carthage par les Romains en 146 avant Jésus-Christ. Et puis après, au 1er siècle avant Jésus-Christ, il a aussi intéressé les agronomes grecs qui ont traduit ce texte, ils l'ont compilé avec d'autres auteurs, et cette compilation a encore été abrégée. Malheureusement, tout cela est aujourd'hui perdu, ou sous forme de quelques fragments chez des auteurs postérieurs, mais guère plus. En tout cas, la présence de chapitres vétérinaires au sein des traités d'agronomie, puis le développement, comme on va le voir, d'une littérature hippiatrique à part entière à l'époque romaine, illustre bien l'importance pour l'homme de l'Antiquité des bovidés et des équidés. Leur force de traction, notamment en ce qui concerne les bœufs et les mules,
en a fait des auxiliaires très appréciés pour le travail des champs ainsi que le transport civil ou militaire. La présence du cheval au sein des cavaleries grecques puis romaines n'a cessé de se renforcer au cours du temps. La force et la combativité du cheval étaient également appréciées lors de jeux panhelléniques, c'était des jeux qui dans la Grèce antique rassemblaient les différentes cités grecques, et au programme desquels vous pouviez trouver des courses montées, vous le voyez sur la première amphore, ou bien des courses de chars, comme on le trouve sur la deuxième amphore, qui n'est pas loin de nous ce soir, parce que c'est une amphore que vous trouvez au musée royal, d'art et d'histoire de Bruxelles. Et puis vous voyez que ça perdure même chez les Romains, parce que la fresque qui est là est une fresque de Pompéi, qui montre à nouveau des courses de chevaux. L'élégance du cheval en fait aussi un acteur incontournable des parades, comme l'illustrent les frises du Parthénon, qui aujourd'hui sont conservées au British Museum, et qui montrent cette procession des Panathénées, donc une fête en l'honneur d'Athéna qui se donnait chaque année à Athènes au 5e siècle, et dans laquelle participaient des cavaliers. On pensera aussi au rôle qu'occupait le cheval dans la scénographie de ces véritables spectacles publics qu'étaient les triomphes romains. Après une victoire, les imperatores revenaient victorieux et le cheval avait sa place dans cette espèce de cinéma public, on va dire, qu'étaient les triomphes. La valeur pécuniaire des chevaux, mais aussi l'attachement que les anciens pouvaient leur porter, sont précisément illustrés dans une anecdote de l'hippiatre grec Théomnestos, actif aux alentours du début du IVe siècle après Jésus-Christ. C'est le texte suivant sur votre exemplier, donc le 3a, qui est toujours sur la première page. Théomnestos, qui donc est vétérinaire aux alentours, si vous voyez, de la date de 313 après Jésus-Christ, c'est la date à laquelle il accompagne l'empereur Licinius, dont il était proche. L'empereur Licinius est un contemporain de Constantin, donc il faut savoir que les deux personnages s'étaient partagés la direction de l'Empire à un moment. Constantin s'occupait de l'Occident, Licinius de la partie orientale de l'Empire. Et Théomnestos, qui est proche de ce personnage, l'accompagne lors d'un mariage qui devait sceller l'union entre Constantin et Licinius, puisque Licinius venait épouser à Milan la sœur de Constantin. Donc c'est un extrait de Théomnestos, où là, pour une fois, on quitte un petit peu le domaine vraiment médical pour passer sur un champ un peu plus narratif. Cela, dit Théomnestos, donc il parle ici du diagnostic du tétanos, je l'ai moi-même appris alors que j'étais près de Carnonte de Pannonie, accompagnant l'empereur et passant du temps avec lui en ma qualité d'ami. Soudain, il se hâta en raison d'un mariage, celui dont je viens de vous parler, et il se mit en route depuis Carnonte au début du mois de février, en direction de l'Italie, faisant d'une traite 2 ou 3 stations. Alors que nous avions traversé l'ensemble du Norique, qu'il nous restait ensuite à franchir les Alpes dites d'Italie, une neige abondante survint aux alentours de la première heure. Et là, il va faire le récit des dégâts que ça va causer dans l'armée, puisqu'on va avoir des cavaliers qui meurent gelés sur leurs chevaux, des chevaux qui parfois aussi meurent sur place, et comme il l'explique un peu plus loin, ça demande même un grand effort aux vivants de descendre les morts de leurs chevaux quand on fait une pause. Peut-être un coup d'œil avant sur la carte. Donc vous voyez, le grand cercle à droite, donc c'est la région de Pannonie, et Carnonte se trouve vraiment aux frontières de l'Empire à cet endroit-là. Et donc il faut faire un passage vers ce que Théomnestos appelle le Norique, qui est la région ici. Et puis on descend évidemment, qu'est-ce qu'il reste pour pouvoir accéder à la ville de Milan? C'est de franchir les Alpes italiennes. Voilà, éventuellement un peu plus grand. La ville de Milan, en latin, Mediolanum, et vous trouvez Carnuntum, Carnonte là-haut. Alors, moment, donc, l'acmé de l'aventure de Théomnestos, c'est ce moment où, un peu plus loin, donc au paragraphe 2, il dit « Un de mes excellents chevaux, que montait un jeune servant, fut pris par le tétanos, probablement plutôt un coup de froid que le tétanos proprement parlé, et cela m'attristait fortement, car rien n'est préférable à un beau cheval impétueux. C'était un cheval gaulois de 8 ans, on ne pouvait le contenir quand il coursait les cerfs. Je résolus donc vraiment de le sauver. Lorsque nous nous arrêtâmes à la première ville où nous étions descendus, j'obtins du bois en grande quantité. Mon hôte qui me procura des bois qui ne dégagent pas de fumée était excellent. Puis j'installai le cheval seul dans une petite écurie et je fis brûler du bois à côté de lui, alors qu'il était quasi mort. Au chant du coq, il esquissa un mouvement. J'avais dans une petite fiole du vin aromatisé contenant de la lie. Puisqu'il ne pouvait ni boire, ni bouger les mâchoires, je trempai des morceaux de pain propres dans le vin et lui en fis ingurgiter 3 fois alors qu'il était couché.
J'avais préparé cet hiver, dit toujours Théomnestos, un tonique pour mon propre usage, à partir des propriétés de simples pharmaceutiques, lequel tonique j'ai dilué dans de l'huile de henné et emporté avec moi, avant d'en enduire le cheval. Il se mit à transpirer, à bouger et à manger. Et donc forcément, là Théomnestos va insister sur son remède miracle, on va dire ça ainsi. Je vais exposer, dit l'auteur, la composition et la posologie de ce tonique. Avec cela, tu soigneras tout type de tétanos chez les chevaux et autres bêtes de somme. Tu chasseras tout coup de froid, soigneras les chevaux refroidis et rendras à ceux qui sont à demi asséchés leur état naturel. Absolument aucun remède plus réchauffant que celui-ci n'a été décrit ni ne sera décrit par aucun médecin ni hippiatre. Il n'y a pas même d'autre posologie que celle-ci. En voici la composition. Et je vous propose de laisser en suspens la composition du remède miracle, mais on y reviendra. Que savons-nous pour autant du traitement des équidés et des bœufs dans l'Antiquité? Xénophon, donc là je vous ramène à nouveau à Athènes, fin 5e, début 4e siècle avant Jésus-Christ, Xénophon, donc l'auteur d'un traité d'équitation, ne dit rien des maladies du cheval, si ce n'est finalement quelques conseils de bon sens. Ce que vous trouvez dans votre exemplier, c'est le texte numéro 4. Voilà ce que dit l'auteur. Après avoir expliqué qu'il fallait vraiment que le cheval soit dans un lieu où on peut le surveiller, et qu'il fallait surveiller le cheval comme on se surveille soi-même. Et surveiller notamment la mangeoire du cheval comme on surveille ses propres biens. Et ce n'est pas seulement, dit Xénophon, pour empêcher les vols de nourriture qu'il est bon d'avoir une stalle en sûreté, mais parce qu'on voit aussi quand le cheval n'éparpille pas sa nourriture. Si l'on constate qu'il le fait, on saura que le corps, par suite de congestion, réclame des soins ou du repos par suite de surmenage, ou qu'il couvre une fourbure. Littéralement, les Grecs appellent ça une indigestion d'orge. La fourbure, c'est une poitrine qui survient surtout quand le cheval a mangé un peu trop de grains, ou bien au printemps quand il a l'herbe fraîche et grasse et qu'il en abuse. Et là, Xénophon termine sur véritablement du bon sens médical, on va dire. Exactement comme chez l'homme, tout mal est chez le cheval plus aisé à combattre à sa naissance que lorsqu'il s'est endurci, faute d'avoir été correctement traité. Et avec ça, c'est la fin, on va dire, de la partie qui traite un petit peu des maladies du cheval. Alors, les quelques passages vétérinaires attestés dans la nature des animaux d'Aristote, qui, avant d'être philosophe, est aussi un biologiste et intéressé par les sciences naturelles, sont consacrés tour à tour aux bœufs, aux chevaux, aux ânes et aux éléphants. Ils procèdent surtout de l'intérêt du stagirite pour les sciences naturelles et ne constituent aucunement un embryon de littérature vétérinaire. Et vous allez voir que finalement Aristote dit assez peu de choses. Il distingue, et je pense l'avoir mis dans notre exemplier, c'est effectivement le texte 5. Aristote dit que parmi les chevaux, ceux qui pèsent en liberté sont à l'abri des maladies autres que la podagre. Ici, le traducteur a choisi de dire la goutte. C'est une traduction qu'on utilise souvent pour le grec podagra. Littéralement, c'est l'affection qui vient saisir, agréo, les pieds. Mais ils souffrent de ce mal et parfois perdent leur sabot. Il explique la maladie. Au contraire, ajoute-t-il, les chevaux qui vivent à l'écurie sont sujets à un très grand nombre de maladies. Il en cite toute une série. Il revient sur l'indigestion d'orge, on parlait déjà Xénophon. Il va parler aussi des coliques et d'autres maladies qu'on peut retrouver chez le cheval qui vit donc à l'écurie. Je reviens à Varron, l'auteur qu'on a abordé au début de cette conférence, qui recommande, comme nous l'avons vu, l'usage de listes de symptômes et de remèdes. Et finalement, ce qu'il dit ensuite se limite à une description sommaire des principales causes de maladies, qui vont être le froid, le surmenage, le chaud, et un remède, un seul, pour la fièvre engendrée par le surmenage. Mais c'est la res rustica de Columelle, publié en partie vers 63 après Jésus-Christ, on est donc plus ou moins pour vous situer sous le règne de Néron, qui constitue notre plus ancienne attestation d'une littérature vétérinaire, avec plusieurs chapitres du livre 6 consacrés à la médecine des principales affections du bétail. Et là, il va parler des affections et des traitements pour les bœufs, les chevaux et les mules. On va jeter un coup d'œil à la préface de ce livre. On ne va pas toute la passer entièrement en revue parce qu'elle est assez longue. Alors, peut-être avant de se relancer dans une lecture, j'ai ici mis un monument en l'honneur de Columelle qui se trouve à Cadix, puisque Columelle n'est pas romain de Rome, on va dire. Il est originaire d'Hispanie, et Cadix passe pour être la ville natale de Columelle. Et donc vous avez ce monument, et vous pouvez lire
en bas de la statue, Musso Junio Moderato Culmella, c'est le nom complet, Principe de los Escritores de Agricultura, ce qui veut dire donc prince des écrivains sur l'agriculture. Alors, que dit Columel dans sa préface? Texte 7 de votre exemplier. Je n'ignore pas, Publius Silvinus, personnage à qui est dédié l'ouvrage, que quelques diligents agriculteurs ont désapprouvé l'entretien des bestiaux et qu'ils ont rejeté constamment la profession des bergers de troupeaux, les Gregari Pastores, comme contraire à la leur. Et là, il vous explique qu'il y a une opposition finalement entre ceux qui veulent cultiver la terre pour en faire sortir des plantes et ceux qui au contraire veulent utiliser les plantes sorties de la terre pour nourrir le bétail. Et Columel, beaucoup plus loin, va trancher, paragraphe 4, c'est un fait, dit-il, que l'usage d'avoir des bestiaux est le plus anciennement reçu dans l'agriculture, en même temps qu'il est le plus lucratif. On va faire ce qu'on a vu au début de l'exposé, le cheval dans les jeux, dans les courses, dans l'armée. Ces raisons nous ont déterminé, Silvinus, à donner à la postérité cette partie de l'économie rurale, avec tout le soin nous avons été capables, en suivant les préceptes de nos ancêtres, les maiores en latin. Et puis commencent donc les sections sur le bœuf. Plusieurs traités de médecine vétérinaire, parce que Columel, ce n'est pas encore un traité de médecine vétérinaire, c'est un traité d'agronomie, avec des sections vétérinaires à l'intérieur. Plusieurs traités de médecine vétérinaire ont été rédigés à l'époque romaine, en latin comme en grec. Le plus ancien auteur identifié est Eumélos de Thèbes, donc l'auteur de mon mémoire, de Massiot. Et la période d'activité de Mélos est encore mal définie. Il a probablement recouru à la res rustica de Columel qu'on vient d'évoquer, rien de certain. Il est mentionné en tout cas 3 fois par Absyrtos de Clazomène, et donc là, ce nom-là, il faut vraiment le retenir, parce que Absyrtos est le pilier, on va dire, de la littérature vétérinaire antique, qui lui, par contre, a été actif, aujourd'hui on situe sa période d'activité entre 150 et 250 après Jésus-Christ. Son traité se distingue de celui de Mélos par l'ampleur des sujets abordés, mais aussi par un intérêt beaucoup plus pointu pour l'anatomie, la physiologie et l'étiologie. L'étiologie, c'est-à-dire l'explication des maladies, des causes. Utilisant volontiers la première personne, Absyrtos pointe les défaillances de ses prédécesseurs, qu'il désigne parfois sous des termes génériques, comme oi proemun, ceux qui nous ont précédés, ou bien les oi archaiois, qui fait référence aux maiores de Columel, donc les anciens. Et Absyrtos n'hésite pas non plus à améliorer la thérapeutique traditionnelle qu'il reçoit de ses prédécesseurs. Sa propre expérience, puisqu'on sait qu'il a été hippiatre dans l'armée romaine lors de mobilisations dans la région du Danube, est plusieurs fois évoquée. Le traité d'Absyrtos se présente comme un recueil épistolaire, dont la composition est probablement fictive, et les lettres qui le composent sont adressées à des soldats et à des gradés de l'armée, à des médecins et hippiatres, ainsi qu'à des passionnés de chevaux. L'influence de cet auteur sur la littérature postérieure est à juste titre remarquable. Théomnestos, on revient donc à ce personnage, donc celui qui accompagnait Licinius pour son mariage à Milan, et qui nous rapportait la petite anecdote du début, Théomnestos s'inspire largement de l'ouvrage d'Absyrtos. Tandis qu'un autre personnage, Hiéroclès, je ne vais pas trop insister sur ce bonhomme qui n'est pas un vétérinaire, c'est un juriste, et donc on pourrait plutôt parler ici d'un amateur éclairé, Hiéroclès va réécrire, lui, le traité d'Absyrtos en un grec beaucoup plus élégant. Y ajouter également d'autres sources qu'il a pu encore lire. Absyrtos de Clazomène a aussi été traduit en latin, traduction qu'utiliseront les 3 grands traités d'hippiatrie latine, que sont l'Ars Veterinaria de Pelagonius, rédigé entre 340 et 380 après Jésus-Christ, la Mulomedicina de Chiron, traditionnellement daté du IIIe siècle après Jésus-Christ, c'est un sujet qui mérite d'être encore approfondi, et les Digesta de Végès, fin 4e, début du 5e siècle, qui vont être un des ouvrages les plus copiés au Moyen-Âge. Il faut encore dire un mot de la transmission particulière des sources vétérinaires grecques, dont font partie Eumélos, Absyrtos et Théomnestos, et aussi Hiéroclès, dont on vient de parler, auxquels auteurs il faudrait aussi ajouter un certain, je l'ai mis dans le cadré rouge, Hippocrate le vétérinaire, point d'interrogation, parce qu'on ignore finalement tout de la vie de ce personnage, on ne sait même pas vraiment dire s'il était plutôt avant Absyrtos, comme l'ont pensé certains, ou qu'il était postérieur à Absyrtos, comme d'autres l'ont pensé. Il y a aussi des passages d'un Anatolios de Bérite, qui n'est pas proprement parlé lui non plus un hippiatre, c'est un agronome. Et puis, d'autres auteurs encore seront ajoutés,
peu importe. Il y a aussi une traduction grecque de Pélagonius, le traité latin dont on vient de parler. Alors ces sources vétérinaires grecques ne nous sont parvenues que par le biais d'une collection réalisée à l'époque byzantine, au plus tôt au début du VIe siècle. Longtemps on a aussi parlé plutôt, si vous vous renseignez un jour dans des ouvrages plus généraux, on parle parfois de 9e siècle après Jésus-Christ, mais en réalité ça pourrait être bien plus tôt. Cette collection d'hypatrie grecque dispose les textes des auteurs en séries thématiques, articulés autour du traité d'Absyrtos, comme toujours, à tout seigneur, tout honneur. Et donc vous avez par exemple une première série, vous avez commencé avec une série d'extraits sur la fièvre, on met le texte d'Absyrtos, et puis après on va venir mettre le texte des autres auteurs dans un ordre plus ou moins alphabétique. Il y a quelques petits moments où l'ordre alphabétique n'est pas tout à fait respecté. Alors parmi tous ces ouvrages qu'on retrouve dans la collection d'hypatrie grecque, on constate qu'il y a évidemment en premier lieu le traité d'Absyrtos de Clazomène, qui tout en se concentrant sur le diagnostic et le traitement, ça reste la priorité, offre aussi de plus amples considérations physiologiques et anatomiques. Les exposés étiologiques, comme je le disais tout à l'heure, les exposés qui expliquent les causes de la maladie, permettent d'expliquer les processus internes ayant conduit à la, à la maladie de l'animal. Théomnestos, après Absyrtos, va développer le plus cet aspect, reprenant à son compte les enseignements de la théorie des 4 humeurs, qui était très fréquente dans l'Antiquité. On expliquait les maladies par des débordements au niveau des humeurs du corps. Ça peut être le sang ou la bile, le flegme est aussi souvent évoqué. Et voilà, donc Théomnestos va aussi distinguer chez le cheval 2 sortes de bile, par exemple, bile jaune, bile noire, ce qu'on ne faisait pas les autres. En tout cas, ces auteurs veulent véritablement élever la littérature vétérinaire au rang des ouvrages savants de médecine humaine, qui eux étaient depuis longtemps acquis à tous ces détails plus pointus de physiologie, d'anatomie et d'étiologie. À côté, vous allez avoir des ouvrages plus simples, celui de Mélos a une structure plus simple, Hippocrate le vétérinaire aussi, où le but va véritablement être de présenter les symptômes, liste de symptômes et les traitements. Un peu comme les listes de symptômes et de traitements que Varron recommandait pour les bergers de troupeaux. Alors avant de passer véritablement à la thérapeutique, on va reparler peut-être des principales maladies que vous allez trouver dans ces ouvrages. Aristote et les agronomes ne mentionnent finalement que peu de maladies des équidés en regard de l'imposant contenu des traités vétérinaires grecs et latins. Rien que chez Eumélos, j'ai pu repérer une 50aine d'affections différentes, dont une partie recoupe la matière des traités d'agronomie. Alors on va parler de l'atout, on va parler des différentes plaies, de l'ophtalmologie, les diverses douleurs, douleurs à la tête, douleurs à la rate, douleurs aux jambes, douleurs au ventre. On parle aussi des affections qu'on considère comme étant provoquées par la bile. On parle des vers intestinaux, des coliques. Tous ces sujets sont, en tout cas plus amplement commentés dans la littérature vétérinaire, et on trouve également dans ces traités plus de distinction entre les variants d'une même pathologie. Chez Columel, voilà, le cheval souffre de la toux. Chez les vétérinaires, par exemple le mélos, on va distinguer une toux récente d'une toux chronique qui dure depuis un certain temps. La thérapeutique des hippiatres est aussi plus évoluée que celle des agronomes et propose, en plus des potions traditionnelles, des opérations chirurgicales et des manipulations orthopédiques. Certains sujets nettement plus spécialisés sont propres aux textes hippiatriques, parmi lesquels on citera la malice. Alors la malice, qu'on traduit parfois par morve, est une maladie que Mélos considère comme étant très dangereuse, d'autres auteurs la disent contagieuse, et qui présente des symptômes à la fois pulmonaires et articulaires. Vous trouvez aussi l'éléphantiasis, qui est une affection cutanée où la peau se durcit, donc le nom vient de là, parce que la peau se durcit un peu comme celle d'un éléphant. On a les scrofules, qui sont donc des gonflements au niveau de la mâchoire, les tumeurs et gonflements divers du corps, les affections pulmonaires, ou bien les affections des bronches. On parle aussi du tétanos, appelé aussi opistotonos. On évoque aussi la folie et la démence des chevaux, et des sujets beaucoup plus pointus, comme l'inflammation de la langue, ou les douleurs situées au palais. Alors les anciens ne disposent pas des techniques de dépistage qu'on a nous aujourd'hui, ce qui fait qu'ils sont complètement dépendants de l'observation à l'œil nu de l'animal qui doit être la plus précise possible. On ne s'étonnera donc pas de trouver chez ces auteurs, en tout cas pour les principales affections des chevaux, des listes assez détaillées de symptômes. Rien d'étonnant non plus à ce que la préface du traité d'Hippocrate le vétérinaire présente
les principaux symptômes de maladie. Ils sont classés dans ce texte-là. D'abord les symptômes de la tête, donc vous voyez que le cheval a la tête baissée, il a les oreilles également baissées. Et puis alors après on se dirige vers les symptômes du corps, il a le flanc qui tressaille, et puis alors on va aussi parler, donc ça va comme ça, jusqu'à la queue, pour dire qu'elle ne bouge pas. Voilà, ici vous avez la préparation du fameux tonique de Théomnestos dont je parlais au début de l'exposé, hein, ce fameux tonique dont personne n'a jamais parlé, dont personne ne parlera jamais comme lui le fait. On ne va pas passer en revue la composition, vous voyez qu'il y a 32 ingrédients, c'est quand même une composition consistante. Je vous rappelle qu'il l'avait faite pour son propre usage. Je vous rappelle aussi que Théomnestos est un proche de l'empereur Licinius, donc c'est quelqu'un qui est dans la haute société, qui peut se procurer, enfin, il peut mettre le prix pour obtenir les simples dont il a besoin pour sa composition. Et ça n'a rien à voir avec des compositions plus simples qu'on trouve dans des manuels, comme celui de Mélos. Vous voyez, j'ai pris ici les deux recettes contre le tétanos, donc pour la même affection, chez Eumélos. La première comporte simplement 3 ingrédients plus vin et huile, et la deuxième, qui est l'une des plus longues chez Eumélos, comporte 7 ingrédients. On est loin en tout cas des 32 compositions qu'on retrouvait chez Théomnestos. Et ça différencie aussi clairement les traités vraiment savants, scientifiques, comme celui d'Absyrtos ou de Théomnestos, et les manuels beaucoup plus simples, beaucoup plus pratiques. Voilà, maintenant on va s'intéresser un peu plus à la thérapeutique. Les anciens, qu'ils soient médecins ou vétérinaires, recouraient à une thérapeutique variée, qui commençait par un souci accru de l'alimentation de l'animal, donc ce qu'on appellerait aujourd'hui la diététique, que les anciens considèrent comme non invasive, contrairement à la pharmaceutique et à la chirurgie, où là vous allez avoir l'intervention sur l'organisme de l'animal, soit de simples pharmaceutiques, de substances médicinales, ou bien de la main directe du vétérinaire. Chirurgie d'ailleurs est un mot qui est tiré de keir en grec, qui signifie la main, et d'ergon, le travail. On travaille l'animal par la main, on essaie donc de résorber les causes de la maladie par la main, en agissant manuellement sur lui. Revenons d'abord à la diététique. Une mauvaise digestion est souvent pointée du doigt comme la cause de plusieurs maux qui nécessitent que la nourriture soit rationnée le temps de la convalescence. Et le cheval revient ensuite progressivement à sa nourriture habituelle. Eumélos est particulièrement attentif à cet aspect. Les douleurs à la tête, qu'il attribue précisément à une digestion au mauvais moment, nécessitent d'après lui un jeûne complet. Même verdict pour l'orthopnée. Alors l'orthopnée, en médecine humaine en tout cas, c'est une affection qui veut dire qu'on n'arrive plus à respirer autrement qu'en position droite. Eumélos ne comprend plus ce sens. Pour lui, l'orthopnée, c'est une difficulté à respirer. Et l'idée d'être en position droite ou pas n'apparaît plus. Pareil pour les affections des bronches, jeûne total. Moins radical en revanche est l'interdiction d'orge pour la convalescence d'un cheval que les anciens appellent cardiacus, donc un cheval qui souffre au niveau du cœur. Cette céréale, donc l'orge, qui était louée pour ses vertus purgatives par Hippocrate, alors pas mon vétérinaire presque inconnu, mais donc Hippocrate de Cos, le père de la médecine humaine, et aussi Galien de Pergame, l'un des plus grands médecins de l'époque romaine, qui meurt au début du IIIe siècle après Jésus-Christ. Cette orge, qui est louée donc par ses auteurs pour ses vertus purgatives, est au contraire indiquée en renfort du blé pour refaire les forces d'un cheval amaigri. Par 2 fois, Eumélos propose un mélange d'orge et d'eau tiède afin de venir en aide au cheval en cas de diarrhée, premier cas, ou lors d'une inflammation de la langue, deuxième cas. La ration habituelle peut aussi être accompagnée, par exemple, d'herbes vertes, ce qui est indiqué pour refaire les forces d'un cheval après une saignée. Mais chez Eumélos, l'herbe verte peut aussi refaire les forces d'un cheval atteint de dyspnée. Donc là, la dyspnée, c'est littéralement une difficulté 10 à respirer. Et on complétera aussi, dit Eumélos, la nourriture d'un animal qui souffre de colique avec du natron. Le natron étant un carbonate naturel de sodium, qui est assez fréquemment employé dans les recettes. Et alors je vous propose de jeter un coup d'œil à ces recettes. Je vous rassure, je ne vais pas faire ce soir le tour de tous les réceptaires que j'ai déjà traduits, parce que sinon on serait parti emmener pour des heures. Mais peut-être au moins quelques indications générales sur la façon dont on administrait les potions, les médicaments dans l'Antiquité. Alors les recettes dont je vous parle consistent essentiellement en des compositions liquides qu'on va verser par les naseaux ou le gosier,
ou bien des cataplasmes ou en plâtre qu'on va venir appliquer sur les lieux affectés. Alors pour ce qui est des préparations qu'on va verser par le naseau, comme vous le voyez ici représenté dans certains manuscrits d'hypiatrie grecque qui ont été illustrés à l'époque byzantine, donc ce sont à chaque fois deux manuscrits, il y en a un de Paris, c'est Parisinus, et vous allez voir aussi d'autres représentations d'un manuscrit de Leyde, Leidensis. Donc vous voyez ici représenté le fait d'administrer un médicament à l'aide d'une corne percée, la plupart du temps par les naseaux de l'animal. Ce qui est une pratique qui n'a plus vraiment cours aujourd'hui. Je pense que moi, la seule fois où j'ai été témoin de pratiques similaires, c'était pour un bouchon à l'œsophage, où c'était pas tout à fait la même chose, mais on avait introduit une sonde par les naseaux du cheval, et on introduisait après un liquide qui permettait de dégager un petit peu ce bouchon. Sinon, administrer un médicament par la bouche, par le gosier du cheval, ça se fait toujours. Les vermifuges, par exemple, c'est une seringue, vous tenez la bouche du cheval et vous lui injectez le liquide, la pâte plutôt, dans la bouche. Pourtant, cette pratique de la corne percée par les naseaux est une pratique qu'on trouve par exemple encore au début du XXe siècle aux États-Unis. Et certains États avaient pris des mesures, j'ai trouvé ça dans un manuel d'hypiatrie américain, certains États avaient dû prendre des mesures pour interdire aux fermiers d'utiliser la corne percée ou des outils de ce genre pour administrer les médicaments. Voilà. Alors, pour mes cataplasmes, je n'ai pas trouvé d'image où on applique un cataplasme directement sur le cheval. Donc soit on utilise le cataplasme et puis on vient le mettre sur le lieu affecté, ou bien on va utiliser un bandage pour tenir le cataplasme autour du lieu affecté. Comment prépare-t-on ces recettes? Alors la matière médicale, c'est-à-dire les plantes, substances médicinales qu'on utilise, étaient broyées et réduites en poudre. Dans certains cas, on parle aussi de les brûler pour les réduire en cendres. Les poudres ou les cendres étaient ensuite dissoutes dans les liquides indiqués, parmi lesquels on trouve le plus fréquemment l'eau, le vinaigre, l'huile, le mélicra c'est de l'eau mielée, ou encore le vin. Et le vin, pour les anciens, c'est beaucoup plus qu'une simple boisson, c'est un aliment, voire même un médicament. Le cas échéant, on chauffait la préparation avant de l'administrer à l'aide d'une corne percée, comme on vient de le voir, par les naseaux. Pour les cataplasmes, on ajoutait à la préparation des substances plus consistantes, comme des gommes, des résines, de la cire, de l'asphalte ou du miel. La préparation était ensuite appliquée à même la blessure ou avec un chiffon. Outre les plantes médicinales, la pharmacopée des anciens recourait à maintes substances d'origine minérale. On a parlé tout à l'heure du natron, ce fameux carbonate naturel de sodium. Mais on trouve aussi le réalgar, ou sulfure d'arsenic si vous préférez, qu'Aristote mentionne déjà pour ses effets résolutifs sur les maladies des chevaux. C'est en fait le seul médicament qu'il évoque dans le passage qui concerne la médecine des chevaux. Le litharge, qui est un oxyde naturel de plomb. Vous trouvez aussi le cristal d'Alain, essentiellement de l'alun de potassium. Ou encore la chalcopyrite, c'est un minerai qui contient du sulfate de cuivre. Galien de Pergame, ce grand médecin de l'époque romaine, nous dit que l'art du médecin, c'est de doser finalement, en fonction des principes actifs, les substances médicinales à sa disposition. Pourtant, comme il nous le dit ici dans le texte que vous ne trouverez pas dans votre exemplaire, excusez-moi, il vaut donc mieux, dit Galien, utiliser les drogues déjà éprouvées par l'expérience, tout en apprenant le moyen d'en faire usage. Et ce recours donc à l'expérience et à la tradition médicale préexistante explique la présence d'ingrédients peu conventionnels dont l'intégration remonte en partie au moins à l'époque hellénistique. C'est le moment où la médecine hippocratique, la médecine d'origine grecque, va entrer en contact avec des médecines orientales, comme par exemple la médecine égyptienne ou la médecine perse, avec aussi des traitements, des façons de soigner plus locales. Et on va ajouter, par curiosité, ou aussi tout simplement pour se fier à la tradition médicale qui existe, des ingrédients beaucoup moins conventionnels. Diverses substances peu ragoûtantes, d'une façon peut-être plus explicite pour peu conventionnelle, ont ainsi fait leur entrée dans la pharmacopée grecque. Les Allemands ont d'ailleurs un mot, ils parlent pour cela de Dreck-Apotheke, qui veut dire littéralement pharmacopée de l'immonde. Les excréments, en tête de cette pharmacopée, sont employés par Eumélos pour former des cataplasmes. Je vous avais dit qu'on mettait des substances plus consistantes comme donc il y avait des graisses, de la cire, du miel. Eumélos utilise lui les excréments, on ne va pas
passer en revue toutes les recettes ici de cataplasme à base d'excréments, mais si on regarde par exemple la première, c'est un emplâtre pour une luxation de l'encolure. Eh bien, l'auteur nous dit de mélanger des excréments de mouton avec du vieux vin et de l'huile, on fait chauffer et on en frotte souvent l'encolure luxée. Autre exemple, ici, premier exemple de la colonne de droite, c'est pour des blessures aux yeux. Eumélos donne une série de remèdes, on va dire corrects, et puis il termine quand même, par souci d'exhaustivité, des excréments humains, séchés et réduits en poudre, agissent aussi. Ou bien, et on retrouve ici quelque chose de plus conventionnel, une racine de cardon sauvage, mélangée avec du sel. À côté des excréments, on trouve aussi chez Hippocrate le vétérinaire, qui lui, pour ce qui est en tout cas de la pharmacopée un peu plus, enfin très peu conventionnelle, je trouve chez lui en tout cas beaucoup plus d'ingrédients que chez Eumélos de ce type-là. Il utilise par exemple, vous voyez, premier texte, pour une inflammation des testicules, il signale que si l'inflammation ne cesse pas, on va réchauffer, fomenter, avec l'urine chaude d'un enfant. Autre chose, si une matière purulente remonte par la bouche ou les naseaux, c'est le texte tout en dessous, trempe de la graisse de porc dans un cotyl d'urine d'enfant, il y a à nouveau cet ingrédient qui revient pendant 3 jours, ajoute un cotyl de vin et un cotyl d'huile, fait cuire, puis verse. Alors quand on dit verse dans les textes vétérinaires, il faut sous-entendre verse par les naseaux. Autre ingrédient qu'affectionne Hippocrate, en tout cas il l'utilise au moins 2 fois, c'est la crasse. Vous vous souvenez, la crasse qui recouvre le corps lors de l'exercice physique, où les Grecs se badigeonnaient généralement d'huile, et puis alors évidemment vous avez la sueur qui vient se mélanger à ça, vous avez la poussière aussi, et le total forme ce gloion, cette crasse qu'Hippocrate recommande, par exemple, pour enduire des plaies. Ou encore pour soigner l'articulation de l'épaule lorsque celle-ci est souffrante. On va prendre du vinaigre, du vin, de la résine de pin et de la crasse d'enfant à nouveau. À côté de cette pharmacopée de l'immonde, il y a une pharmacopée d'origine animale, en tête de laquelle on trouve le bouillon de coq, qui, d'après Pline l'Ancien, encyclopédiste latin, qui est mort lors de l'éruption du Vésuve en 79, puisqu'il avait voulu voir ça d'un peu plus près, et ça n'a pas profité à sa santé, en plus déjà très fragile. Mais Pline nous dit que le bouillon de coq est un remède remarquable contre les morsures de serpent et d'une étonnante efficacité dans beaucoup d'autres cas. Eumélos va d'ailleurs conseiller ce breuvage pour soigner la dyspnée, à nouveau cette difficulté à respirer, pour laquelle il propose également une préparation à base de boyaux de coq. Certains, dit Eumélos, parce qu'il veut prendre un peu de distance par rapport à la vie de ces praticiens, soignent la dyspnée avec un os de tête de chien broyé. Chez l'Hippiatre Hippocrate, bouillon de poule et de tête de chèvre est utilisé comme lavement anal. Autre ingrédient appétissant, il est mis tout à gauche, ce sont les vers gras de boulangerie mentionnés par Eumélos dans une composition pour l'orthopnée en ses débuts, quand le cheval commence à avoir du mal à respirer. Ces vers gras de boulangerie sont probablement ce qu'on appelle, nous, les vers de farine, et qui sont encore utilisés aujourd'hui pour la pêche, par exemple, ou même pour la nutrition, pour ceux qui s'intéressent à la nutrition par les insectes. Vous pouvez trouver des vers de farine séchés. Vous pouvez même en faire l'élevage. On trouve aussi chez Eumélos du crabe réduit en poudre pour activer la repousse du poil après blessure, tandis qu'Hippocrate recommande de soigner les yeux de l'animal avec de la poudre de dents de crocodile et des scorpions brûlés. L'auteur précise d'ailleurs que ce remède est kaliston en grec, très bon. Plus curieux en revanche est l'usage de la musaraigne broyée. Plus curieux parce que la morsure de musaraigne est considérée par les anciens comme venimeuse. Et vous allez voir ici donc, justement une composition un peu particulière où elle est utilisée, puisque, alors, par exemple, chez Eumélos, la musaraigne broyée, ça soignera le cheval qui souffre de troubles de la bile. En dernier recours, c'est la musaraigne broyée, avec divers ingrédients, probablement pour faire passer le goût. Ici, chez Hippocrate, c'est une autre façon d'utiliser la musaraigne broyée, puisqu'elle va soigner précisément la morsure de la musaraigne considérée comme venimeuse. Au passage, il n'en est rien. La morsure de musaraigne n'est pas venimeuse, il faut évidemment éviter qu'elle ne s'infecte.
Voici ce que dit Hippocrate dans le texte que vous avez aussi dans votre exemplier, si vous voulez le suivre sur papier. C'est le numéro 8. Hippocrate dit, au sujet de la musaraigne, leur morsure arrive la plupart du temps dans les écuries. S'il est couché, le cheval, la musaraigne s'accroche à ses flancs, et plus tard, parce qu'elle a été agitée lorsqu'il s'est levé, elle mord à cet endroit où un œdème se forme. On le soigne ainsi, donc viennent des compositions classiques, donc je pensais qu'elles ne vous intéresseraient pas, et on termine, ou bien broie une musaraigne avec du vin et verse-en un setir. Par les naseaux à nouveau, quand je dis verser, c'est par les naseaux. Et je vous ai mis une petite photo ici de musaraigne, comme ça, voilà. Vous voyez un petit peu, c'est pas grand, donc on a vu réduit en poudre, ça va pas faire. Ça va quand même faire une bonne quantité de poudre, mais ce n'est pas non plus énorme. Alors ce principe de soigner le mal issu de la musaraigne par un médicament issu précisément de la musaraigne, c'est ce que les anciens appellent les sympathies et antipathies naturelles. Donc c'est l'idée pour eux que tous les éléments du cosmos, si on prend un petit peu les choses de haut, sont liés entre eux par des liens occultes, et appliquée en médecine, cette théorie veut qu'on peut soigner un mal par ce qu'il a précisément causé ou par quelque chose qui lui est fortement lié. Il y a un lien occulte ici, si vous voulez, et efficace, après les anciens, entre la morceau de musaraigne et la musaraigne broyée. C'est la même chose dans un texte d'Eumélos, c'est le suivant dans votre exemplier, où Eumélos va vouloir soigner le cheval, vous voyez, pour le cheval qui a mangé des excréments d'oiseaux, qui serait tombé dans la mangeoire ou quelque chose comme ça. Quel est l'ingrédient pour soigner ce mal? Eh bien, dit Eumélos, prend à peu près une drachme d'excréments assez anciens d'oiseaux, dilue avec de la farine de fenugrec, mélange-y 2 dattes et du bon vin, puis administre par la bouche, cette fois-ci. Ou bien réduit en poudre l'intérieur du ventre d'un petit oiseau, avec les excréments trouvés dedans, on ne jette rien, et donne à boire avec une émine de vin. Donc là, c'est la même idée. Soigner le mal, l'intoxication aux excréments d'oiseaux, par une potion précisément faite à partir d'excréments ou de morceaux d'oiseaux. Ailleurs, c'est aussi l'idée, on n'utilise pas directement les oiseaux, mais le nid des oiseaux. Voilà, je pense qu'avec ça, on pourrait tout doucement se diriger vers un autre sujet que celui des potions. Je vous ai mis ici une petite phrase d'Hippocrate, cette fois-ci le père de la médecine, dans les aphorismes, qui est un recueil de sentences sans doute apocryphe, dit « Tout ce que les drogues ne soignent pas, la lame le soigne », donc là on est dans la chirurgie avec la lame, « ce que la lame ne soigne pas, le feu le soigne », donc le feu, comprenez par là le cautère, « ce que le feu ne soigne pas, voilà ce qu'il faut considérer incurable ». Et avant de voir un peu plus près les pratiques chirurgicales des anciens, voici encore quelques représentations tirées des manuscrits, toujours les mêmes, le manuscrit de Paris ou le manuscrit de Leyden, où vous voyez diverses opérations chirurgicales. La première, par exemple, c'est on soigne une encolure luxée. En bas, c'est un peu moins clair, je trouve, dans l'image de gauche, mais dans l'image de droite, c'est déjà plus explicite. On soigne, alors évidemment, il y a une petite légende qui accompagne, ce qui aide à identifier l'action que fait le vétérinaire. On soigne ici justement les gonflements dont je parlais tout à l'heure au niveau de la mâchoire, le fameux scrofule. Ici, il s'agit de remettre en place un prolapsus de l'anus. Donc le rectum, si vous voulez, les moyens de fixation du rectum se défont, et donc le rectum tombe en avant, comme disaient les anciens, et il faut le remettre en place. Là au-dessus, c'est un peu plus discuté, probablement qu'il veut ouvrir les veines du poitrail, et l'image là au milieu consiste à inciser des tumeurs. Et donc parmi les opérations chirurgicales qu'utilisaient les anciens vétérinaires, il y a évidemment la saignée ou phlébotomie, pour avoir un terme un peu plus savant. Remède bien connu de l'ancienne médecine, pensez peut-être à Molière, aux malades imaginaires, vous avez dedans encore les références à la saignée, et on est au XVIIe siècle. XVIIe, pardon. Alors, pourquoi la saignée? Parce que, dit Eumélos, à propos de la saignée des tempes, elle va permettre d'évacuer les causes de la maladie, avec le sang vicié. L'hippiatre thébain, d'après Apsyrtos, se serait opposé à ce qu'on habitue le cheval à être saigné, sans doute dans un contexte non thérapeutique. Vous allez voir ce que je veux dire avec le texte d'Hippocrate qui suit. C'est le texte d'ailleurs 9 dans votre exemplier, que j'ai illustré ici avec un vase
un Aribald qui se trouve au musée du Louvre et qui représente une saignée, ici c'est la saignée d'un homme. Et Hippocrate le vétérinaire dit cela au sujet de la saignée, texte 9. Comment doit-on pratiquer la saignée? Et au sujet de la mise au vert, Hippocrate. Comment doit-on soumettre les chevaux à la saignée? À quelle saison? Combien de veines ouvrir? Et comment distinguer leur nature et leur constitution? Les uns, on parle des chevaux, sont dans un bon état général, tandis que d'autres sont maigres et d'autres encore maladifs. Aussi le sang n'est pas le même, ni identique pour toutes les affections, mais il diffère par ses couleurs selon chacune. Le sang tiré des chevaux qui vont bien est tempéré, abondant et rougeâtre. Là, c'est la version qui est dans votre exemplier qui est la bonne. Saigne-le alors pour éviter qu'une affection ne s'installe. Vous voyez, je disais que Mélos s'opposait à ce qu'on saigne le cheval dans un usage non thérapeutique. Chez Hippocrate, au contraire, on va le faire, on va saigner le cheval pour éviter justement qu'il ne tombe malade. Quant au sang des chevaux affaiblis, il est de couleur variable et très spumeux. Le sang des chevaux bourrés d'orge a un aspect noir, et donc vous comprenez qu'il va falloir saigner ces chevaux pour soigner la maladie. Il faut d'abord mettre le cheval à l'herbe verte pendant 6 jours sur un plateau bien planté, aussi longtemps que la pâture se trouve être profitable. Du reste, cela produit un sang neuf dans les veines et il est ainsi plus robuste. Explication de l'opération. Puisque nous avons ouvert la discussion à ce sujet, nous allons à présent aborder la façon dont il faut saigner les chevaux. Il faut leur garrotter l'encolure. Entoure la zone autour de l'encolure d'un garrot et serre-le jusqu'à ce que les veines gonflent. N'introduis pas la lancette en profondeur, car tu risques de ne pas pouvoir arrêter facilement le sang si tu perces l'artère. La lancette, c'est donc sans doute un outil comme celui qu'utilise ici le personnage pour venir percer donc l'artère. Pas trop profond, précise Hippocrate. Si tu veux ouvrir les tempes, place les garrots autour de la tête, près des oreilles, jusqu'à ce que les veines gonflent, sans non plus introduire la lancette en profondeur, car tu risques à nouveau de ne pas arrêter le sang. Donc, voilà, on ne pourra pas dire qu'on n'a pas été prévenu. C'est l'opération de la saignée, telle que décrite par Hippocrate. Alors, il n'y a pas non plus que les saignées qui permettent de purger l'animal des humeurs viciées. Vous allez aussi trouver une série de purgatifs, donc soit à utiliser comme des lavements anal, ou bien ça peut être aussi, comme par exemple, le dernier que vous avez ici, c'est un purgatif de Mélos, enfin 2 purgatifs de Mélos pour la tête. Donc vous allez cette fois-ci les introduire par le naseau. Et ça va délivrer l'animal des humeurs viciées. Passons maintenant à une autre pratique qui est celle de la cautérisation, élément également incontournable de la thérapeutique des anciens. Elle consiste à appliquer un cautère en fer brûlant sur des plaies, des zones enflammées ou endolories. Un exemple. Si l'ablation des gonflements au niveau de la mâchoire, dont j'ai déjà parlé plusieurs fois, ne marche pas, Eumélos recommande d'appliquer le cautère jusqu'à ce que le liquide purulent qui se trouve dans ces gonflements en sorte. Le but étant probablement ici d'empêcher, enfin de faire sortir les causes de l'infection. Même chose pour des gonflements aux jambes que les anciens attribuaient à des épanchements humoraux au niveau des genoux ou autres parties des jambes. La cautérisation est d'habitude superficielle. Par exemple, le Mélos recommande pour une douleur à la rate, on cautérise le côté gauche, donc près de la rate, sur une profondeur d'1 doigt maximum. Même recommandation pour cautériser les omoplates, une cautérisation qui devrait, d'après Mélos, alléger la douleur du cheval. En revanche, une tumeur tout juste incisée sera cautérisée à vif, dit à nouveau Mélos. Sans doute qu'il cherche par là à stopper l'hémorragie qui suit l'incision, refermer la plaie ouverte et éviter toute infection post-opératoire. Parmi les autres pratiques chirurgicales qu'on peut trouver chez les anciens vétérinaires, il y a, on a vu quelques-unes tout à l'heure en image, mais donc il y a l'ablation des scrofules, ces gonflements au niveau de la mâchoire, la réduction des prolapsus de l'anus, vous voyez le rectum calum, mais il y a aussi la matrice chez les juments, le traitement des membres fracturés. Alors là par contre Mélos ne dit rien, on n'a rien conservé de lui peut-être sur les membres fracturés, généralement peut-être soigné par la mise en suspension du membre. On trouve aussi les réductions de luxation de l'encolure ou de l'épaule, et c'est sur cette dernière pratique que je vous propose de nous arrêter un instant.
La réduction d'une luxation de l'épaule est une opération décrite sommairement par Hippocrate le vétérinaire. On en trouve d'autres descriptions, notamment dans la Moulomedicina de Chiron, donc là je reviens aux ouvrages latins dont je parlais tout à l'heure, et où on parle d'utiliser éventuellement une machina, une machine, pour réduire l'épaule luxée. Chez Pelagonius, autre traité latin, et si la douleur au niveau de l'épaule venait à augmenter, il faut, dit-il, insuffler de l'air via un trou percé dans l'épaule. Une pratique un peu difficile à comprendre, c'est en tout cas une pratique de maquignon pour essayer de masquer des défauts au niveau de l'épaule, probablement très douloureuse pour l'animal. Pelagonius recommande ensuite de battre l'épaule avec une baguette souple, c'est un conseil qu'on trouve chez plusieurs auteurs. Et, dit-il, si l'épaule se trouve être luxée, on la remettra en place à la roue selon l'usage. Aucun texte ne décrit précisément l'usage de cette roue, et donc ça a donné envie à toute une série, à plusieurs philologues en tout cas, d'essayer de comprendre comment cela pouvait marcher. Vous avez ici une proposition de reconstitution de ce que pouvait bien être cette roue. On y reviendra après avoir lu la description d'Hippocrate. Ici au milieu, à nouveau, une représentation du Parisinus, manuscrit de Paris, où vous voyez représenter ce qui semble être l'insufflation d'air par un trou percé dans l'épaule. La technique d'Hippocrate pour réduire la luxation de l'épaule est probablement la plus basique. Pas besoin de roue, de rota, pas besoin de la machina dont parle Chiron. Il vous faut simplement un point fixe qui peut être le tronc d'un arbre. Dans le cas où on n'en a pas, la Moulomedicina de Chiron dit qu'on peut utiliser alors un cabestan ou un pieu qu'on va mettre dans le sol à la place du tronc d'arbre. L'idée d'Hippocrate est la suivante. On attache une corde au membre luxé. Le cheval aura été au préalable couché de sorte que le membre luxé soit positionné vers le haut. Vous allez utiliser le tronc d'arbre comme une poulie. Et donc voilà sans doute pourquoi une roue, parce que la roue va servir aussi un peu comme la poulie, comme le tronc d'arbre, donc c'est une espèce de poulie. Et on tire, Hippocrate fait bien de préciser doucement, jusqu'à ce que le membre luxé soit remis à sa place. Donc en pratique, sur son temps de craque, que le membre soit de retour dans sa jointure. Après, Hippocrate, alors lui ne décrit pas cette fameuse technique d'insuffler de l'air dans le poitrail, dans l'épaule plutôt, mais il va utiliser des chevilles en bois de figuier. Chez Apsyrtos, on trouve des agrafes de tamaris qu'il insère dans la peau percée. Donc c'est un peu le même système que les cétons, si vous connaissez ça. Ce sont des espèces de cordes en lin ou dans d'autres tissus qu'on place par des trous percés dans la peau. Après cela, on badigeonne de vin et d'huile, on couvre de laine l'épaule, et au bout de 4 jours, dit Hippocrate, on retire les chevilles de bois de figuier, et on continue avec les mêmes soins jusqu'à ce que l'animal soit mieux. Alors ce tour d'horizon de la thérapeutique des anciens ne serait pas complet si je ne vous parlais pas un petit peu des remèdes superstitieux, ou comme les avait appelés Gudmund Björk, qui est un philologue suédois qui dans les années 30 et 40 a beaucoup travaillé sur la collection d'Hypiatrie grecque, ils avaient appelé cure de bonne femme. Pour illustrer ça, j'ai pris une fresque de Pompéi qui représente justement 2 femmes qui vont chez la magicienne. C'est une fresque, si vous connaissez un peu Pompéi, qui se trouve dans la villa dite de Cicéron. Alors que trouve-t-on parmi ces remèdes superstitieux qui nous paraissent à nous, modernes, choquants, mais que les anciens ne répugnaient aucunement à utiliser? On trouve tout d'abord des remèdes à base des sympathies et antipathies naturelles dont je vous parlais tout à l'heure. Donc toujours l'idée qu'il va y avoir entre le remède utilisé et la maladie un lien occulte mais efficace. Je pense en avoir mis un exemple. Oui, le premier ici pour la toux, c'est un exemple de Mélos. Il vous dit qu'il y a un remède magique éprouvé. Si tu lis à un chiffon une patience sauvage entière, la patience est une plante, avec ses feuilles et ses racines, et l'attache autour de l'encolure, sertant comme d'un remède éprouvé. Et probablement que ce que veut dire Mélos ici, c'est que la patience qui va être mise autour de l'encolure va attirer en dehors de l'animal la toux. C'est en tout cas la vertu qu'il accorde dans un autre passage à une racine d'ellébore creusée avec une pierre. Ça aussi, ça a tout un sens
on veut, sur le rituel médical, parce qu'on n'utilise pas un objet en fer pour la creuser, mais bien une pierre. Et on va l'appliquer, cette racine creusée avec la pierre, sur les extrémités du corps de l'animal, poitrail, oreilles et naseaux. Et Eumélos dit clairement que l'orthopnée, puisqu'il s'agit de soigner cette affection-là, sera aspirée en dehors de l'animal. C'est ce qu'il dit ici. Si ce n'est pas efficace pour une telle affection, creuse une racine d'élébore avec une pierre et applique-la sur le poitrail ou sur les extrémités des oreilles et naseaux, endroits par lesquels toute la maladie sera dissipée. Alors évidemment, quand on parle de remèdes magiques ou de superstition, on pense aux formules magiques. Chez Eumélos, il n'y en a qu'une seule. C'est dans le cas où le cheval aurait des furoncles. Et alors, il dit qu'avant qu'ils ne deviennent purulents, il faut les saisir avec 3 doigts et dire « j'agis sur toi ». Donc là, la formule est très simple, c'est « ergazomaïsé » en grec. Vous dites ça, et en théorie, c'est censé vous débarrasser, ou plutôt débarrasser l'animal des furoncles. Avec cette dernière pratique, je pense qu'on peut dire qu'on est parvenu au terme de cet exposé sur la thérapeutique des anciens hippiatres. Je vous ai présenté un peu les sources de la médecine vétérinaire, leur transmission. Le démantèlement des traités grecs, je me permets de revenir un petit peu là-dessus, évidemment ça impacte la façon dont nous étudions ces auteurs, puisqu'ils ont été mis dans une collection qui a été elle-même plusieurs fois remaniée. En tout cas, avec ces textes, que ce soit les textes plus savants, dont je ne vous ai pas trop parlé aujourd'hui, ou les manuels plus pratiques, avec Eumélos notamment et Hippocrate, qui sont les 2 auteurs que j'aurais le plus cités finalement ce soir, je pense qu'on a pu voir un bon échantillon de la thérapeutique des anciens hippiatres. En vous présentant et en commentant quelques-unes de ces pratiques, j'espère vous avoir éclairé sur un sujet peu connu du grand public et peut-être attiser votre curiosité. Et je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup pour cette passionnante conférence.